Dans ce premier projet sur les personnes psychotiques, la méthodologie que j'ai utilisée a été inspirée profondément par Ricoeur et ce qu'il écrit de l'herméneutique. Quand il parle de l'herméneutique, il la distingue d'un niveau de compréhension première où on penserait avoir un accès direct au monde de l'autre de façon empathique. Et il dit qu'il faut faire très attention que c'est un leurre, cette compréhension directe. Et en fait, on risque beaucoup de projeter nos propres prémices, nos propres valeurs sur le monde de l'autre. Notamment en anthropologie, on sait comment le sens des mots est très différent aussi d'un contexte à l'autre. Même dans une même langue, comment le sens des mots peut être très différent d'un milieu à l'autre. Et donc, cette attention à ne pas se laisser prendre par ce sens premier directement accessible des mots. Et donc à ce moment-là, lui prônait l'accès à ce qu'il appelle une compréhension seconde qui passe par une analyse de la structure interne des oppositions dans le texte. Donc il faut voir dans le texte quels sont les éléments qui s'opposent, qui se ressemblent et quelles sont les structures qui s'en dégagent. Et alors c'est par rapport à ça que, analysant cette masse de données recueillies auprès de patients psychotiques, j'ai essayé chaque fois de voir comment les choses se rassemblaient en plus et en moins. Plus étant orientation vers le champ social, moins étant orientation en retrait du champ social. Et voir comment, si je quitte chacun des domaines particuliers, par exemple, plutôt que de vouloir uniquement décrire comment sont les relations sociales ou comment sont les rôles sociaux ou comment est la vie quotidienne, à ce moment-là de voir est-ce que ce qui traverse et ce qui est le plus important chez un groupe particulier, par exemple ceux qui n'ont plus été réhospitalisés, est-ce que je vois que partout ce sont les moins, donc le en retrait qui domine. Et si le en retrait domine, et c'est au niveau de l'importance, de la perception ou des comportements. Et donc en jouant avec ces plus et ces moins, essayez de voir d'où jaillissent, je dirais, ces récurrences en termes de structure d'opposition. Et c'est ça vraiment qui a porté cette idée du retrait positif. Ça, c'est une des choses. L'autre influence aussi a été, bon, de nouveau, la psychiatrie phénoménologique européenne, qui a été développée notamment par Binswanger, par Tellenbach, par Blankenberg, qui sont donc des psychiatres qui ont été très inspirés notamment par Husserl, la phénoménologie, surtout le second Husserl, et qui ont essayé de décrire comment l'être au monde profond que l'on trouve dans les grandes pathologies psychiatriques se distingue du mode d'être ordinaire, je dirais, non pas par une différence de nature, mais par une différence d'accent dans le rapport au temps et le rapport à l'espace. Et donc à ce moment-là, le fait que donc cette différence d'accent, d'amplitude dans le rapport au temps à l'espace également rejoignait cette récurrence des plus ou des moins dans le rapport au champ social. Et donc à ce moment-là, il s'agissait de décrire quel est le type d'être au monde qui se révèle à travers cette conjonction des plus et des moins. Et donc c'est à ce niveau-là que cette notion de retrait positif, comme définissant un certain type d'être au monde, des personnes ayant été diagnostiquées comme schizophrènes, s'est imposée à nous. Et alors à ce moment-là, retournant dans les données qualitatives, il s'agissait de voir comment chaque personne individuelle habitait de façon particulière cette position de retrait positif. Donc, en parallèle à tout ce développement d'une ligne de recherche avec des personnes donc, diagnostiquées comme schizophrènes, il y a une autre ligne de recherche qui s'est imposée à nous, et en fait elles vont converger à un moment donné. C'est une ligne de recherche qui a d'abord démarré par une demande qui nous a été faite d'un centre de santé. Non, il s'agissait d'un hôpital qui devait se reconvertir en centre de santé sur la moyenne côte nord, à Havre-Saint-Pierre. Et alors, ils nous demandaient si on pouvait les aider à articuler une recherche qui leur permettrait justement
de faire cette transition entre l'hôpital et la communauté. Alors nous, reprenons de nouveau l'idée, partons de l'expérience. On ne sait pas d'abord ce qu'est l'expérience, donc essayons de partir des communautés plutôt que de partir de l'hôpital et de ses pratiques. Essayons de voir dans ces milieux-là comment ils identifient eux-mêmes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, comment ils les reconnaissent, comment ils y réagissent, comment ils l'expliquent et quel type d'aide ils développent par rapport à ça. Donc on a développé un premier projet Havre-Saint-Pierre, dans 12 villages qui étaient répartis autour d'Havre-Saint-Pierre, pour essayer à partir de là, je dirais, de mettre en question la façon très normative dont l'hôpital pensait ses stratégies de développement de services dans la communauté, en disant il faut prendre un temps d'attente et travailler avec les gens pour voir un peu ce qui pour eux fait sens. Alors ça, c'était un premier projet, je dirais, à viser appliquer, même si nous on a fait la partie recherche. Et dans ce contexte-là, il y avait Maurice Dongier qui travaillait, qui était directeur du département de psychiatrie, qui travaillait également à l'hôpital Douglas dans une autre division de recherche, et qui m'a demandé si je ne pourrais pas les aider à développer des recherches au niveau de la BTB. C'est un des psychiatres volants qui allait à Malartic régulièrement. Et donc à ce moment-là, on a développé un gros projet de recherche en Abitibi où on a travaillé dans 2 communautés agroforestières, 2 communautés forestières et 2 communautés minières. Et chaque fois, on avait 2 chercheurs de terrain là, Robert Laplante et Jean-Claude Martin, qui faisaient vraiment le terrain pendant près d'1 an et qui ont travaillé dans les villages à 2 niveaux en essayant de saisir quelle est la dynamique de transformation de ces villages. Chaque fois, on avait un village plus intégré, plus traditionnel et un peu plus en voie de transformation, donc dans chacun des 3 milieux. Et on essayait donc de voir comment ces villages, ce qui les définissait, ce qui caractérisait leur structure, et à la fois, il y avait toute une recherche sur le rapport aux problèmes de santé mentale, l'identification, l'explication, la réaction et la recherche d'aide. Et on essayait de voir s'il y avait des différences entre ces types de milieux. Et comment, par exemple, ce qui caractérisait la dynamique particulière au niveau culturel et social dans une communauté se retraduisait dans une façon différente, je dirais, de percevoir, d'identifier les problèmes de santé mentale, ce qui comptait comme problème important, ce qui était comme dévalorisé, comme n'étant pas très important, et le type de démarche de recherche d'aide qu'il y avait. Donc ça amenait de nouveau, quand on pensait au redéploiement de services dans la communauté, à se mettre d'abord à l'écoute des communautés et voir comment, à partir d'elles, développer une nouvelle façon de penser les services. Sauf que ça, le problème, c'est qu'on n'arrivait pas au bout de ce projet-là avec un kit, voilà comment il faut faire. On partait avec un kit de questions, si on peut dire, en disant, voilà comment on peut commencer à travailler avec les gens, essayer de comprendre ce qui se passe chez eux, et de là, essayer de voir comment on peut penser le rapport au service. Parce qu'on avait aussi en même temps les statistiques d'utilisation, on essayait de voir comment les gens qui venaient de ces différents milieux, comment ça rejoignait ou pas ce que les gens nous avaient dit qui leur posait problème. Alors, on a été rendre compte de ces résultats au CR3S là-bas, qui n'ont pas compris grand-chose. Alors, ce qui était de nouveau intéressant, c'est qu'il y avait là des représentants du groupe Soleil, qui est une ressource alternative à Malartic. Eux étaient absolument enchantés, ils comprenaient, ils voyaient tout à fait de quoi il était question, et donc ils en ont beaucoup parlé, puis après on a continué à travailler. Donc, de nouveau, la difficulté, quel langage trouver pour parler à des gens qui sont responsables de mettre donc des planificateurs en santé. C'est important de leur dire qu'il faudrait travailler autrement, mais les bagages qu'on utilise, c'est pas pareil. Et comment arriver à voir que ce qui est important, c'est d'avoir un ensemble de questions avec lesquelles partir pour travailler avec les gens et pas un ensemble de solutions à apporter. Et ça, c'est extrêmement difficile. Je peux pas dire qu'on y est parvenu superbement parce qu'il y avait trop de projets qui se déployaient à la fois. Donc on faisait le projet et après ça, il aurait fallu pouvoir revenir 5 ans dans le milieu, mais bon, on ne l'a pas fait. Donc ça, c'était le projet en Abitibi. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a inspiré d'autres projets. Donc là, ça a inspiré des projets parallèles, mais là, la méthodologie s'est complexifiée. Des projets parallèles qui sont développés au Brésil, à Salvador de Bahia, en collaboration avec Naomar,
des philo, qui après est devenu recteur là, de son université, qui est quelqu'un avec qui Gilles est encore en contact, qui est quelqu'un qui vient de l'épidémiologie, mais qui est quelqu'un de magnifique. Et puis également, on a développé, et là c'était moi, à travers des demandes de subventions, des projets au Mali et en Côte d'Ivoire, avec Elisabeth Uchoa, qui était vraiment la chercheure de terrain. On y est allé plusieurs fois. Et là, on travaillait, notamment au Mali, c'est là que ça a été le plus fort. C'était la première recherche qu'on a faite, qui a duré 2 ans, je pense, où là, donc elle avait fait, c'était une psychiatre brésilienne, qui avait fait sa doctorat sur les troubles mentaux chez des femmes au Mali. Donc, qui connaissait ces milieux-là, qui maîtrisait les mots, les termes, etc. Et donc, avec elle, donc, on a travaillé dans 3 groupes différents, les Bambara d'abord, les Soninké et les Bois, chaque fois en milieu rural, et pour les Bambara, pardon, en milieu rural et en milieu urbain. Et alors donc, on a fait des études essentiellement là centrées sur, donc avec des grilles d'entrevue, comment on identifie donc les signes, le sens, les réactions et les actions. Sauf que c'était beaucoup plus détaillé, donc c'est pas juste les signes, mais quels sont les signes? Est-ce qu'on aurait pu le deviner déjà d'avance? Est-ce qu'on avait remarqué quelque chose? Les signes avant-coureurs, les signes que quelque chose ne va pas. Quand est-ce que ça s'aggrave? Les signes que ça s'aggrave, les signes que ça va mieux. Donc la dimension des signes était démultipliée. De même, la dimension de l'étiologie, donc reprendre le cheminement de la causalité, le cheminement de la recherche de cause, le cheminement des réactions. Donc saisir tout dans une évolution, en même temps en partant toujours de cas identifiés dans les milieux. Donc on commençait par essayer de voir les termes que les gens utilisaient pour désigner des gens qui avaient des problèmes. Alors là, on partait non pas simplement de fous, mais d'une liste de 10 types de comportements qui évoquaient plus la dépression, le délire, la violence, etc., qu'on leur soumettait. On voyait est-ce qu'il y a des mots qu'on utilisait dans votre langue. Et alors, avec ces mots-là, on demandait, après, en allant faire le terrain, est-ce que vous connaissez des gens qui correspondent à ces descriptions-là? Et puis là, on refaisait l'entièreté de l'histoire du cas depuis le tout début jusqu'à l'état actuel. Donc, ça donnait un matériel extrêmement complexe, et ça, on en a sorti un article que je pense extrêmement intéressant, qui est paru dans Psychopathologie africaine en 1976. Est-ce que c'est ça? 92. Ah non, oui, 1992, donc pas mal plus tard, parce qu'on a, c'est ça, en effet, ça ne pourrait pas être 67. 1992, où là, on a essayé de voir, de nouveau en travaillant structurellement, qu'est-ce qui caractérise, je dirais, le type, l'identification des problèmes de santé mentale et la réaction et tout. Et là, par exemple, chez les Bambara, ce qui était vraiment l'élément fondamental, c'était une modulation différente du rapport à l'autre. Ah, il ne dit plus bonjour de la même façon, il ne regarde plus dans les yeux quand on le croise. Donc vraiment, c'est signe extrêmement fin que quelque chose se modifie dans le rapport interpersonnel, où il ne mange plus avec les autres, par exemple. Donc ça, c'était fondamental en milieu rural, en milieu urbain. Du côté des Soninké, ce qui était fondamental, c'est que la personne ne participe plus aux activités de groupe, de compagnonnage, c'est beaucoup de commerce, donc vraiment des activités très collectives auxquelles la personne ne participe plus. Donc ça, c'est vraiment, et de façon récurrente. Donc quand on identifiait les cas qui vraiment avaient posé problème, c'était ce rapport-là, donc le rapport au collectif. Du côté des Bois, là, c'était pas du tout ça, là. C'était la question, la personne entend des voix, elle a des hallucinations. Donc quelque chose de beaucoup plus sauvage, de beaucoup plus orienté vers la présence d'esprit, de voix, etc. Et alors, avec ça, donc qui était vraiment ce qui paraissait donc dans les 3 milieux, on a réinterrogé, je dirais, ce qu'on savait par la littérature sur les Bambara, sur les Soninké, sur les Bois, en voyant comment il y a quelque chose dans la culture, dans la façon de penser la personne et tout, qui est en congruence avec cette façon, ce sur quoi on met l'accent quand on identifie que des gens ont des problèmes de santé mentale, ou qu'on identifie ça va mieux, ça va moins bien. C'est pas du tout la même chose qui joue dans les 3 types de milieux. Et ça, c'était de nouveau extrêmement intéressant pour toute une façon d'aller beaucoup plus en profondeur dans la manière de penser, quel est le rapport entre la culture et la psychiatrie. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et ça, Elisabeth Uchoa nous a beaucoup aidé avec sa toute grande sensibilité. C'est ça. Alors, on a essayé de créer un réseau international, travailler là-dessus, mais de nouveau, on n'a pas eu vraiment assez de temps pour que vraiment le développer
comment ça s'appelait, INECOM, je ne sais plus ce que ça veut, International Network of ethno quelque chose là. En tout cas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc c'était ce réseau-là. Donc ça a été, je dirais, un autre déploiement, je dirais, des recherches. Mais alors, parce que tout ça va en va-et-vient. Parce que, ayant prêté attention, bon, d'abord, vous voyez, le premier point de départ, c'est les recherches avec les femmes dans les groupes de possession, refaire l'histoire de leur entrée dans le groupe. Donc, sensibilisation à une historique du développement d'un problème. De là, le rapport aux communautés, donc voir un peu comment se développe la perception et les réactions et les actions concrètes face à des personnes qui présentent des problèmes de santé, qui sont perçues comme présentant des problèmes de santé mentale, et puis de là revenir à mes études sur la psychose, et les études que j'ai développées par la suite étaient des études qui travaillaient avec des personnes en début de psychose cette fois, dans différents groupes d'origine culturelle différentes. On essaie de voir depuis les premiers signes que quelque chose ne va pas. Quand avez-vous pour la première fois remarqué que quelque chose n'allait pas très bien, était différent? Et donc de refaire le développement dans le temps, je dirais, des signes, de nouveau, de la signification, du sens, des réactions, des démarches de recherche d'aide, de nouveau à travers le temps. Et là, on a de nouveau, de plus en plus, on systématisait les approches, tout en restant extrêmement qualitatif, mais en systématisant quand même les points d'investigation. On l'a appelé le turning point interview, donc l'entrevue des points tournants, donc repérer qui sont les points tournants dans l'évolution des choses, où les choses se réorganisent dans le cours, l'évolution de problèmes. Donc ça a été quelque chose de très important aussi. Alors, donc, dans cette mouvance-là, on a développé d'autres études en collaboration, ici à Montréal, en collaboration avec Cécile Rousseau. Donc il s'agissait de voir de plus près comment la culture influence les problèmes psychiatriques, mais en travaillant ici au Québec avec des personnes venant de différentes origines culturelles. Donc il y avait des personnes qui venaient Afrique et Caraïbes. C'est grossièrement de même origine culturelle, hein, parce que c'est pas facile de trouver des personnes avec un diagnostic de psychose en début de psychose. Donc venant également d'Amérique du Sud, venant d'abord on voulait de l'Inde seulement, puis on a étendu aussi à l'Asie de façon plus large, mais on avait moins de cas. Et alors ici au Québec, d'origine francophone et d'origine anglophone, pour voir un petit peu comment se distinguaient différemment les repérages de signes, les interprétations et les réactions dans ces trois groupes-là. Et alors ça donne lieu. Alors on a travaillé, ça a été un énorme projet, c'est très compliqué. On a travaillé avec une 50aine de patients. Chaque fois, on leur demandait d'identifier une personne importante. Ça peut être un membre de famille ou parfois, ça peut être un ami ou parfois un intervenant ou parfois personne. Et puis un intervenant principal. Donc on avait 3 points de vue sur la même personne. Son point de vue à elle, le point de vue du proche, le point de vue de l'intervenant. On les revoyait après 6 mois et après 1 an. Donc pour voir un petit peu comment les choses prennent forme dans une évolution et voir un petit peu ce qui joue et comment les choses se développent. Alors, le problème de ces projets, c'est que chacun est tellement complexe qu'on a l'impression de n'avoir jamais pu mener à terme l'analyse de la richesse de chacun des corpus de données. Parce que chaque fois, et ça c'est le gros problème, je dirais, étant milieu de recherche, j'ai eu beaucoup de liberté pour développer des projets parce que je jouissais aussi de la crédibilité donnée par les subventions antérieures, par les comités auxquels j'avais participé. Donc même si mes recherches étaient loin d'être conventionnelles, je suis toujours parvenue à me faire financer. Concert de recherche en sciences humaines, je pense que pendant 20 ou 30 ans, on a eu des recherches, des subventions à répétition. Donc ça a vraiment été une chance énorme. Mais en même temps, cette pression, je ne peux tenir mon statut là et continuer que si je vais chercher des nouvelles subventions. Donc ça, c'est à la fois pour garder les assistants de recherche, mais surtout parce que j'ai une année sans subvention, je suis out, je perds la crédibilité, la légitimité et tout ça. Donc ça a toujours posé d'autres demandes, donc ne jamais pouvoir aller en profondeur dans vraiment l'analyse en profondeur des données. Donc c'est un deuil qui me reste, je dirais, de ma carrière en recherche, et que je pense qu'il y a eu des choses importantes qui ont été faites, certaines choses importantes qui s'en sont sorties, mais il y en avait tellement plus dans les données recueillies qui sont là en attente. Alors, petit à petit, je me suis... Bon, chaque fois, au début, j'ai tout gardé, puis après, je me suis délaissée. Alors, j'ai gardé les choses de base, généralement, les entrevues de base et tout. Et ça, je me dis, peut-être qu'un jour, je vais y revenir ou pas, je ne sais pas.
Mais c'est ça. Alors je continue parce que je peux. Parce qu'il y a la dernière partie qui est les comités, les 10 minutes, oui, c'est ça. Alors, bon, donc, ici au Québec, donc, il y a eu donc, ces 2 lignes de recherche, hein, la ligne de recherche sur la psychose, là, qui a continué à me travailler jusque maintenant, je dirais, à partir des thématiques que j'ai explorées. La ligne de recherche donc, en Abitibi, donc Côte-Nord, Abitibi, et puis Afrique, en fait, qui s'est prolongée aussi en Inde, parce que notre première introduction en Inde, ça a été quand il s'agissait pour un groupe de psychiatres à Chennai, donc dans le sud de l'Inde, de développer des ressources dans la communauté. À ce moment-là, Gilles était consultant pour un projet de recherche financé par le Centre de recherche pour le développement international, le CRDI. Il est allé là et il a amené notre méthodologie pour voir un peu comment il y avait moyen d'utiliser ces méthodes-là pour orienter un peu le développement des services dans la communauté. Donc ça a été quelque chose qui a suivi sa propre ligne. Mais à côté de ça, il était important pour moi, dès le départ, travaillant dans le domaine de la santé mentale, également de m'impliquer dans le champ de la santé mentale, ne pas juste être en position extérieure de chercheur, ça ne correspondait pas à... Et puis, il y avait aussi, bon, sans doute, des pressions là, du docteur Arnois, la présidente du comité de santé mentale, mais pas uniquement ça. Donc là, il m'a convaincu de participer d'abord, ma première implication officielle, ça a été de participer au comité de la santé mentale du Québec. Ça, c'était un comité à ce moment-là qui était extrêmement important, qui devait définir les grandes orientations pour la réorientation des services dans le Québec. C'était avant la politique de santé mentale. Et donc, dans ce contexte-là, on avait des réunions donc de gens qui faisaient partie de ce comité, donc qui étaient nommés par le ministre. Et alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai rédigé 2 avis, de nouveau qui essaient chaque fois de déplacer là, les questions. Hein. D'abord, un premier avis qui s'appelait la santé mentale, de la biologie à la culture, où là, j'ai essayé de déplacer et de faire quelque chose d'extrêmement ambitieux, mais qui a eu énormément de répercussions. Là, les gens s'en sont beaucoup servis. Donc, essayer de réouvrir la notion de qu'est-ce que c'est la santé mentale. Et l'autre chose était sortir de l'asile des politiques et des pratiques en pays étrangers. Donc là, il s'agissait de... Chaque fois, on était des sous-comités qui travaillaient là-dessus. Donc, on a été en France, on a visité toute une série d'hôpitaux psychiatriques, de lieux communautaires, de lieux alternatifs, pour essayer de montrer comment... Moi, j'étais en France, une autre collègue a été en Italie, un autre a été en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Et alors, on a essayé de rédiger un avis pour montrer comment ailleurs les choses se pensent différemment, de nouveau pour voir un peu comment on pouvait étoffer une réflexion plus en profondeur ici sur les politiques de santé mentale. Donc ça a été une implication importante pendant plusieurs années dans ce comité de la santé mentale. Donc ça, c'était une première ligne d'implication. Une deuxième ligne d'implication, ça a été dès le départ, de la même façon que je voulais travailler à partir de l'expérience des patients, des personnes diagnostiquées. Je voulais aussi, j'ai été amenée tout naturellement à travailler avec les ressources alternatives en santé mentale qui disent vouloir accueillir la souffrance ailleurs et autrement. Donc à ce moment-là, ça a été développé, des recherches avec eux, beaucoup interagir avec eux, aller les parler des résultats des recherches que j'avais faites. Et là, ça a eu un très très bon écho là, dans le type de dialogue qu'on a pu nouer. Là, j'ai fait connaissance de Lorraine Gay, qui est quelqu'un qui dirigeait à ce moment-là le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, qui sont des groupes qui sont depuis des ressources d'hébergement jusqu'à des ressources d'entraide dans la communauté. Il y en a plus d'une centaine actuellement au Québec qui vraiment développent des pratiques alternatives. Et dans le prolongement de ce très très grand lien que j'avais avec Lorraine et le très grand respect que j'avais pour elle, on a créé le groupe Erasme. Alors ça a été une des 2 premières équipes interdisciplinaires financées par le Conseil québécois de recherche sociale. Ça, c'était une équipe qui regroupait des gens en anthropologie, en psychologie, en service social, en sociologie, donc vraiment interdisciplinaire, interuniversitaire, avec des gens de l'Université de Montréal, de McGill, de l'UQAM, pas de McGill, de l'UQAM, de l'Université d'Ottawa, de l'Université Laval par la suite, et avec également des groupes communautaires. Donc 3 groupes communautaires, le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec,
la table de concertation pour les réfugiés et les immigrés, et à ce moment-là, l'Institut interculturel de Montréal, qui est sorti après. Et donc, il s'agissait de prendre au sérieux la notion de partenariat de recherche, qui était ce que ces équipes étaient censées financer, et donc de développer ensemble des questions de recherche, des méthodologies, de faire des recherches, de travailler à la diffusion. Et ça, c'était, je dirais, une équipe d'une fécondité absolument extraordinaire. Et donc ça, je l'ai créé, je pense, dans les années 90, je crois, la toute première subvention. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Donc maintenant, ce n'est plus moi qui suis responsable, mais je m'en suis désengagée. Et puis, c'est maintenant Lourdes Rodriguez del Barrio qui la dirige. Et ils ont continué jusque maintenant avec une modification. Ça devient un groupe plus militant. Nous, on essaie de balancer militance et recherche. Donc, un groupe de recherche qui voulait vraiment questionner à la fois les modalités de la recherche, la question de l'action politique, la question c'est ça, du travail dans la communauté. Et c'est un groupe absolument extraordinaire avec lequel j'ai travaillé. Donc ça, c'est toute une ligne extrêmement importante aussi dans la décentration de ce rôle de chercheur. Et je me rappelle mon premier choc dans une de ces grandes rencontres des ressources alternatives à laquelle j'avais été, c'est de découvrir que l'ennemi, entre parenthèses, c'était moins les psychiatres que les chercheurs. C'est la recherche qui était ciblée comme étant ceux qui n'y comprenaient rien, qui étaient complètement à côté de la plaque. Et dans le cas avec la psychiatrie, on arrivait à faire des alliances. Et donc, c'est tout l'enjeu de développer des pratiques de recherche dans lesquelles ils puissent se reconnaître, mais qui en même temps soient extrêmement rigoureuses, qui n'aillent pas du tout faire l'apologie de ce qu'ils faisaient. Donc, il ne s'agissait pas de savoir d'avance ce qu'on allait trouver. Ce qui fait qu'un des groupes s'est dégagé parce que eux, ça les intéressait pas de se remettre en question. Mais quand les ressources alternatives acceptaient de se mettre à l'écoute des usagers pour voir ce que les ressources alternatives leur avaient apporté ou pas, ils acceptaient que ce qu'on dit, c'est parfois négatif. Hein. Et donc ça, c'est dans une alliance et une entente autour de cette acceptation de se remettre en question qu'on a justement fait ces recherches. Et ça aboutit, la dernière recherche que j'ai faite avec eux, avant de prendre ma retraite de la recherche, ça aboutit à un livre qui s'appelle Le mouvement de l'être, une approche alternative du traitement en santé mentale, je pense. Et là, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui au niveau méthodologique, c'est à la fois très simple et absolument magnifique. C'est à la fois on a travaillé avec des usagers, donc de 10 ressources alternatives, des usagers encore en traitement, des usagers qui n'étaient plus en traitement, avec également des intervenants dans ces ressources et le coordonnateur de la ressource. Donc 4 personnes dans chacun des groupes. Et chaque fois, on leur posait des questions donc, sur toute leur trajectoire pour arriver. Et dans l'analyse, on a chaque fois essayé de travailler sur les convergences et sur les dissensions. Où sont les points d'écart? Où sont les décalages? Où sont les désaccords? Où est-ce que les gens se rassemblent? À la fois en travaillant au niveau d'une ressource. Est-ce que ce que les intervenants disent, les usagers disent, c'est pareil? Ou bien entre les ressources, ou bien entre, disons, différentes choses. Donc alors, on a, à travers ça, à travers une sorte d'approche structurelle de ça, on a défini un portrait de comment se définissent ce qui compte pour un traitement pour eux, c'est ça. À côté de ça, on a des récits d'usagers, on a 6 usagers qui refont leur trajectoire, qui refont d'où ils viennent, et c'est incroyable comment ces ressources ont transformé de fond en comble des gens avec un passé psychiatrique extrêmement lourd, qu'ils ont trouvé dans ces ressources, et puis le troisième regard qui est le regard des intervenants. Et donc on combine, je dirais, ces 3 niveaux-là, et le point de départ étant de dire, on ne peut pas dire a priori ce qui est le traitement, il faut partir de qu'est-ce que les gens disent qui a changé, et à partir de là, qu'est-ce qui a porté ce changement dans leur perspective à eux. Donc, alors ça renverse de nouveau la perspective par rapport à ce qui constitue un traitement en santé mentale. Et c'est un beau petit livre.